La nouvelle PDG m'a licencié dès son premier jour. Les tulipes étaient encore dans mes mains. Richard Vance, votre temps est révolu. Elle ne savait pas que j'étais devenu le propriétaire, 2 jours plus tôt. Le lendemain matin, la secrétaire est entrée en trombe, à bout de souffle, vous devez voir ça. Le marbre froid et poli, du hall d'accueil d'Horizon Freight & Logistique. Résonnait au son de mes pas, un rythme familier que je connaissais, depuis déjà 28 ans. Je m'appelle Richard Vance. J'ai 56 ans, et, pendant plus de la moitié de ma vie, cette entreprise a été mon ancrage, mon but, et ma seconde maison. J'ai commencé à l'entrepôt, en chargeant des palettes dans les camions de fret, sous le soleil de plomb de l'été, puis, j'ai gravi les échelons jusqu'à l'étage de la direction, au prix de décennies de sueur, de sacrifices, et d'une loyauté sans faille. Je connaissais le nom de chaque chauffeur, chaque itinéraire d'expédition, et chaque fissure dans les fondations de cet empire. Mais aujourd'hui, les choses semblaient différentes. L'air dans le bâtiment était lourd d'une tension tacite. Un silence étouffant, qui semblait engloutir le bourdonnement matinal habituel des opérations. Dans mes mains, je tenais un modeste bouquet de tulipes rouges. C'était un geste simple, sans prétention, les fleurs étant enveloppées dans du papier craft marron, acheté chez le fleuriste du coin devant lequel je passais chaque matin. Je les avais prises pour accueillir Eleanor Reed, notre nouvelle directrice générale fraîchement nommée. Eleanor avait 35 ans, c'était une prodige du monde des affaires, issue d'une entreprise technologique concurrente. Armée d'un MBA, et d'une réputation d'efficacité impitoyable. J'avais passé 28 ans à apprendre que, dans ce secteur, le respect comptait bien. Plus que les titres de poste, ou les marges bénéficiaires. Je voulais que sa première matinée lui donne l'impression d'intégrer une famille, une unité soudée, bâtie sur la confiance et les efforts partagés, et non une simple entité corporative sans visage. Alors que je m'approchais de la double porte vitrée de la salle de conférence principale de la direction, mon reflet s'est dessiné sur la vitre. J'ai vu un homme qui faisait tout à fait son âge, avec des cheveux grisonnants et des rides creusées autour des yeux, à force de scruter des feuilles de calcul, et des manifestes, sous des éclairages tamisés. Pourtant, ma posture, elle, restait droite. J'ai ajusté ma cravate, j'ai pris une grande inspiration. Puis, j'ai poussé les portes. La salle était déjà pleine. Toute l'équipe de direction était assise, autour de la grande table en acajou. Leurs visages étaient tendus, leurs regards fuyants. En bout de table, se tenait Eleanor Reed. Elle portait un costume anthracite sur mesure, qui semblait aussi rigide et inflexible que sa posture. Elle ajustait ses poignets, avec des mouvements précis et calculés. Elle n'a pas levé les yeux, lorsque je suis entré. Elle n'a pas salué. Elle a simplement laissé le silence s'installer, et s'étirer, jusqu'à ce qu'il devienne lourd et étouffant. Bonjour, Eleanor, ai-je dit, d'une voix stable, en essayant de projeter une chaleur que je ne ressentais pas. J'ai fait un pas en avant, en lui tendant les tulipes. Bienvenue chez Horizon. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Eleanor a enfin levé les yeux. Ils étaient d'un bleu pâle, glacial, et totalement dépourvus de chaleur. Elle a regardé le bouquet, comme s'il s'agissait d'une tache sur la surface immaculée de sa table de conseil. Elle n'a pas fait un geste pour le prendre. Elle n'a pas souri. Richard Vance, a-t-elle prononcé, sa voix résonnant dans la pièce avec la netteté d'un verre qui se brise. Votre temps ici est révolu. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, refusant de s'imprimer dans mon esprit. Je suis resté immobile, les tulipes tremblant encore légèrement, au bout de mon bras tendu. Autour de la table, 2 vice-présidents récemment promus. Des hommes que j'avais formés, et qui devaient leur poste actuel à mes recommandations, rester rigides, le regard obstinément fixé sur leur bloc-notes. Personne ne parlait. Personne ne bougeait.
Pardon, ai-je réussi à articuler, les syllabes ayant un goût de cendre dans ma bouche. J'attendais là. Chut, l'esquisse d'un sourire narquois, qui aurait révélé qu'il s'agissait d'une plaisanterie d'un goût particulièrement douteux. Mais le visage d'Eleanor est resté totalement impassible. Elle a fait glisser une épaisse enveloppe Kraft sur l'acajou verni. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres seulement de mes doigts. Voici votre indemnité de départ, a-t-elle déclaré, sur un ton tout à fait clinique, comme si elle évoquait une anomalie comptable mineure, plutôt que de détruire la vie d'un homme. Avec effet immédiat, votre contrat chez Horizon Freight & Logistique prend fin. Vous devrez avoir vidé votre bureau d'ici midi. Mon cerveau peinait à assimiler l'audace inouïe de cette situation. 28 ans. J'avais passé 28 ans à gérer des crises de chaîne d'approvisionnement, à arbitrer des conflits sociaux, et à sauver des contrats de plusieurs millions de dollars, alors que la situation semblait désespérée. J'avais manqué la remise des diplômes de ma propre fille, pour superviser une fusion cruciale. J'avais sacrifié ma jeunesse, ma santé, et ma tranquillité d'esprit, pour cette entreprise. Et voilà que tout cela était balayé, en un seul geste chirurgical. Aucune reconnaissance pour mes états de service, aucun entretien préalable, mais juste une exécution publique, conçue pour asseoir sa domination. Sur quel motif? Ai-je demandé, ma voix devenant plus basse, alors qu'une colère sourde commençait à supplanter la stupeur. Eleanor s'est penchée en avant, les mains à plat sur la table, s'assurant que sa voix porte dans les moindres recoins de la pièce. Cette entreprise étouffe sous le poids d'infrastructures dépassées, et de philosophie de gestion archaïque. Vous représentez une époque révolue. Richard. Horizon doit se débarrasser de ses reliques, si elle veut survivre sur le marché moderne. Votre départ servira de signal fort pour notre transition culturelle. Des murmures de surprise, à peine audibles mais bien réels, ont parcouru la pièce. L'humiliation était totale. Je sentais tous les regards peser sur moi, non pas avec le respect que j'avais mérité, mais avec une pitié impuissante, et révoltante. Mon bouquet de tulipes semblait soudain absurde, un geste naïf et stupide de la part d'un homme qui n'avait pas compris qu'il marchait vers son propre abattoir. J'ai lentement baissé le bras, pour déposer les fleurs sur un petit guéridon, près de la porte. Leurs pétales rouges vifs semblaient criards, et déplacés, dans cette salle d'exécution stérile. Vous êtes sans doute consciente, ai-je dit, en gardant un ton dangereusement calme, que le licenciement sans motif d'un cadre supérieur, couplé à la restructuration des services que vous avez évoqués, frôle dangereusement la violation de la loi Warren sur les licenciements collectifs et les ruptures de contrats brutales. Sans parler du mépris le plus total pour la décence humaine élémentaire. Eleanor a esquissé un mince sourire condescendant. Je connais parfaitement la loi, Richard. Notre équipe juridique a veillé à ce que tout soit inattaquable. À présent, à moins que vous ne préfériez que la sécurité vous raccompagne, je vous suggère de prendre votre enveloppe, et de partir. Nous avons du travail qui nous attend. J'ai regardé l'enveloppe. Mes doigts ont effleuré le tissu de la poche de mon costume, sentant le poids solide, et rassurant, du stylo en argent que j'y gardais. C'était un stylo plume gravé sur mesure, un cadeau que l'on m'avait offert pour mon 25e anniversaire de service dans l'entreprise. Mon nom y était gravé dans l'argent massif, brillant discrètement à travers le tissu. J'ai serré les mâchoires, essayant de me contenir face à cette vague d'humiliation et de colère montante. Mais, en regardant Eleanor, debout dans son triomphe arrogant, un profond sentiment de calme m'a soudain envahi. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait avoir mis en scène le spectacle idéal, pour asseoir son pouvoir absolu. Elle était persuadée d'avoir réduit un héritage de 28 ans à un bouquet abandonné, et à une enveloppe de licenciement. Ce qu'Eleanor Reed ne savait pas,
Ce que personne dans cette pièce ne savait d'ailleurs, c'était que sa grande démonstration de force n'avait strictement aucune valeur. Car, exactement 72 heures plus tôt, j'avais signé des documents juridiquement contraignants, qui faisaient de moi le propriétaire majoritaire de cette même entreprise, dont elle pensait prendre le contrôle. L'histoire de ma prise de contrôle d'Horizon Freight & Logistique avait commencé 3 jours avant cette réunion humiliante, lors d'un dimanche soir. Calme, et tout à fait ordinaire. J'étais assis dans mon salon, un verre de bourbon à la main, essayant de lire une biographie. Cependant, mon esprit ne cessait de dériver vers les rumeurs qui circulaient, au sujet de la nouvelle directrice générale. L'anxiété était comme un bourdonnement sourd, et constant, à l'arrière de mes pensées. C'est alors que mon téléphone a sonné. L'écran affichait un nom qui a fait bondir mon cœur, Henry Caldwell. Henry Caldwell était le fondateur visionnaire d'Horizon. C'était l'homme qui m'avait embauché, il y a 28 ans. Alors que je n'étais qu'un jeune homme à la recherche d'un salaire. Pour tout le monde dans l'entreprise, Henry était une véritable légende. Il s'était officiellement retiré de la gestion quotidienne, quelques années auparavant, en raison de sa santé déclinante. Il était fatigué des luttes incessantes au conseil d'administration, face à des investisseurs agressifs, et des administrateurs qui ne se souciaient que des profits trimestriels. Pourtant, sa présence restait forte, tel un esprit bienveillant planant sur les couloirs de marbre. Quand Henry Caldwell appelait, on ne le laissait pas tomber sur la messagerie vocale. Henry, ai-je répondu, me tenant bien droit bien que j'eusse été seul chez moi. Richard, fit sa voix à travers le combiné, plus enroué et plus faible que dans mes souvenirs, mais portant toujours cette nuance d'autorité indéniable. J'ai besoin que tu viennes à mon domaine ce soir, tout de suite. Il n'a pas attendu de réponse. La ligne a coupé. 30 minutes plus tard, je franchissais le portail en fer forgé du domaine de Caldwell. La pluie avait commencé à tomber, une bruine glaciale et continue, qui rendait l'allée pavée glissante. J'ai été conduit dans le bureau privé d'Henry par sa gouvernante. La pièce sentait le vieux papier, les reliures en cuir, avec une légère note d'antiseptique médical, qui trahissait le déclin de sa santé. Henry était assis dans un fauteuil en cuir à haut dossier, près d'un feu de cheminée crépitant. Il semblait fragile. Sa peau était pâle, et fine comme du parchemin, mais ses yeux acérés et calculateurs qui avaient bâti un empire de la logistique à partir d'un seul camion de livraison, brûlé d'un feu intense et familier. Sur le lourd bureau en chêne, à côté de lui, reposait une pile épaisse de documents juridiques. « Assieds-toi, Richard » m'a-t-il ordonné, en me désignant le fauteuil en face de lui. Je me suis assis, le cuir grinçant doucement dans le silence de la pièce. « Henry, que se passe-t-il ? Tu avais l'air pressé au téléphone. » Henry s'est penché en avant, les mains appuyées sur la canne dont il avait désormais besoin pour se déplacer. « Il ne me reste plus beaucoup de temps, Richard. Les médecins me donnent quelques mois, peut-être moins. Et en mon absence, le conseil d'administration a perdu la tête. Ils ont recruté cette femme, Eleanor Reed. J'ai vu sa méthode de travail. Ce n'est pas une bâtisseuse, c'est une liquidatrice. Elle prévoit de démanteler l'entreprise, de revendre les actifs de valeur, de sous-traiter notre logistique de base au prestataire étranger le moins cher, puis d'empocher un bonus massif avant de passer à sa prochaine victime. J'écoutais, dans un silence stupéfait. Je savais que les choses bougeaient, mais je n'avais pas mesuré l'ampleur du projet de destruction. Ils pensent que, parce que je suis vieux et malade, je ne vois rien, a continué Henry, d'un ton amer. Ils ont même essayé de manipuler mes directives médicales, tentant de faire passer des décisions en affirmant que je n'avais plus toute ma tête. Cela frôle l'abus financier sur personnes âgées, au sens de l'article 15610.30.
du Code du bien-être et des institutions de Californie. Ils essaient de me voler l'œuvre de ma vie, Richard, mais je ne suis pas encore mort. Il s'est penché vers le bureau en chaîne, et a poussé l'épaisse pile de documents vers moi. Je détiens toujours 51% des droits de vote chez Horizon, a dit lentement Henry. Ses yeux ancrés dans les miens. J'ai passé la semaine dernière à organiser discrètement le transfert total de mes parts. Je vends l'intégralité de ma participation de contrôle, et je te la vends à toi. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. J'ai fixé les papiers, puis j'ai regardé Henry, persuadé d'avoir mal entendu. Henry, je n'ai pas les moyens d'acheter une participation majoritaire dans Horizon. La valorisation se chiffre en centaines de millions. Un léger sourire s'est dessiné sur les lèvres d'Henry. Nous avons structuré un rachat financé par le vendeur, indexé sur les futurs dividendes de l'entreprise. Le cadre juridique est inattaquable. Tu ne débourseras pas un centime aujourd'hui, mais tu prendras la responsabilité absolue de protéger cette entreprise. Le conseil d'administration pense m'avoir acculé. Il pense qu'Eleanor Reed va arriver et détruire le travail de ma vie. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne l'âme de cette entreprise pour les arrêter. Il a plongé la main dans sa poche intérieure et en a sorti un magnifique et lourd stylo plume en argent. Il me l'a tendu. C'est le stylo que j'ai utilisé pour signer les statuts originaux d'Horizon. Je veux que tu t'en serves maintenant. Signe ces papiers, Richard. Deviens le propriétaire. Mais il y a une condition. J'ai regardé le stylo, puis cet homme qui avait été mon mentor, mon patron, et mon ami. Tout ce que tu veux, Henry. Tu n'en parles à personne, a ordonné Henry, sa voix se faisant soudainement ferme et impérieuse. Nous enregistrons le transfert de propriété en toute sécurité auprès de l'État et de la SEC, mais nous appliquons un embargo de confidentialité jusqu'à ce que la procédure soit finalisée et irréversible. Cela prend exactement 72 heures. Pendant ce temps, tu vas travailler. Tu laisses Eleanor Reed occuper le terrain. Tu laisses le conseil d'administration montrer son vrai visage. Je veux qu'ils croient avoir gagné. Je veux qu'ils affichent leur traîtrise, leur arrogance, et leur manque total de loyauté. Et lorsqu'ils se seront totalement engagés, lorsqu'ils auront franchi la ligne de non-retour, les yeux d'Henry ont brillé d'une lueur vengeresse, alors, Richard, à ce moment-là, tu leur prendras tout. Ma main a tremblé légèrement, lorsque j'ai pris le stylo en argent qu'il me tendait. Le métal était frais, et lourd au creux de ma paume. J'ai baissé les yeux vers les documents. Mon nom, Richard Vance, y était inscrit en tant qu'actionnaire majoritaire, propriétaire absolu d'Horizon Freight & Logistique. J'ai débouché le stylo, je me suis penché sur le bureau, et j'ai signé. C'était il y a 3 jours. À présent, debout dans la salle du conseil, face à Eleanor Reed qui me tendait fièrement cette enveloppe de licenciement, le souvenir du bureau d'Henry m'a donné la force de l'acier. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas disputé. Je n'ai pas défendu mes 28 années de service. J'ai simplement pris l'enveloppe, j'ai jeté à Eleanor un long regard indéchiffrable. Puis, j'ai tourné les talons. Au revoir, Eleanor, ai-je dit calmement, ces mots portant un poids qu'elle ne pouvait pas soupçonner. Je suis sorti de la salle de conférence, en laissant les tulipes rouges derrière moi, et je me suis dirigé vers mon bureau pour faire mes cartons. Le piège était tendu. L'appât avait été mordu. Et Eleanor Reed n'avait absolument aucune idée qu'elle venait de signer son propre arrêt de mort professionnel. Le retour à mon bureau ressemblait à la fois à une marche funèbre et à un tour d'honneur. Le couloir, d'ordinaire animé par l'énergie chaotique des coordinateurs logistiques et des analystes, était étrangement silencieux. La nouvelle s'était déjà propagée. Dans une entreprise comme Horizon, l'annonce du
Licenciement public d'un cadre dirigeant voyageait plus vite que les lignes de train à grande vitesse que nous gérions. Sur mon passage, devant les bureaux vitrés, mes collègues détournaient le regard. Certains prétendaient être absorbés par leur écran, tapant frénétiquement sans rien écrire de précis, tandis que d'autres fixaient leur tasse de café, avec un air de pitié impuissante. Ils ne savaient pas quoi dire. Comment présenter ses condoléances à un homme qui avait bâti les murs même dans lesquels il travaillait? En arrivant à mon bureau, j'ai trouvé une pile de cartons plats, qui m'attendait déjà près de ma table de travail. Eleanor n'avait pas perdu de temps. J'ai entamé le processus méthodique pour effacer mes 28 ans de présence dans cette pièce. J'ai emballé les photos encadrées de ma défunte épouse, les trophées en cristal récompensant mes années d'efficacité opérationnelle record, ainsi que le classeur en cuir élimé, contenant les schémas d'itinéraires originaux que j'avais dessinés à la main lors de ma première année. Chaque objet portait un souvenir, témoignant de la sueur et du sang que j'avais versé pour Horizon. Mon téléphone a vibré sur le bureau, une secousse brève qui a brisé cette douce nostalgie. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était un message crypté et sécurisé de Julian Pierce, le responsable de la conformité, et l'un des rares hommes chez Horizon dont la loyauté envers Henry Caldwell égalait la mienne. Julian avait assisté à la réunion. Regarde immédiatement ta boîte mail. Personnel, disait le message. Elle a fait une erreur. Une énorme erreur. J'ai laissé mes cartons, et je me suis connecté à ma messagerie sécurisée, sur mon téléphone. Un fichier audio était joint au message de Julian. J'ai branché mes écouteurs, puis j'ai lancé la lecture. L'enregistrement provenait d'une réunion privée, qu'Eleanor avait tenue avec 2 cadres qu'elle avait recrutés. En externe, 1 heure seulement avant de me licencier. Le son était un peu étouffé, probablement enregistré en cachette depuis le téléphone de Julian resté dans sa poche, mais sa voix froide et hautaine était parfaitement reconnaissable. Nous devons accélérer le démantèlement structurel avant que Caldwell ne meure, et que sa succession ne complique la liquidation des actifs, disait Eleanor. Je me moque des hésitations du conseil. J'ai déjà rédigé les nouvelles structures de direction. Oui, j'ai dû antidater quelques signatures d'approbation du comité, pour faire croire que le projet était en cours depuis des mois. Mais le service juridique ne regardera pas de trop près si les bénéfices s'envolent. Mon sang n'a fait qu'un tour. Antidater des signatures de comité, ce n'était pas simplement de la stratégie agressive. C'était une violation directe de l'article 470 du Code pénal de Californie. En l'occurrence, elle falsifiait des documents d'entreprise, pour contourner le contrôle du conseil d'administration, et mener une restructuration hostile. Et pour Vance, demandait une voix d'homme. Vance est un ancrage émotionnel de l'ancien régime, répondait Eleanor, d'un ton débordant de mépris. Il est pathétique. Je vais le licencier publiquement ce matin. Cela va choquer le reste du personnel, et les forcer à filer droit. Quant à Caldwell, le vieil homme est pratiquement sénile. J'ai déjà demandé à nos conseillers juridiques de déposer des requêtes pour contester sa capacité médicale. Si nous pouvons prouver qu'il est inapte, nous pourrons geler ses actifs, et contourner complètement ses droits de vote. C'est une technique d'éviction classique. Un peu agressive, frôlant peut-être le manquement au devoir fiduciaire si quelqu'un y regarde de trop près, mais personne ne le fera. Ils ont tous bien trop peur de perdre leur propre emploi. J'ai retiré mes écouteurs, les mains tremblantes. Non pas de peur, mais d'une rage profonde, et terrible. Elle ne se contentait pas de démanteler l'entreprise, elle tentait de détruire systématiquement la dignité d'Henry Caldwell dans ses derniers jours, se livrant à un cas d'école d'abus financiers. De personnes âgées masquées sous du jargon juridique d'entreprise. Elle commettait des faux en écriture, violait son devoir fiduciaire, et supposait avec arrogance que son titre la rendait intouchable. Elle n'avait pas
Idée que son titre n'était qu'un fantôme. J'ai fini de faire mes cartons. Laissant le bureau entièrement vide, un cube stérile dépouillé de mon histoire. J'ai descendu les cartons jusqu'à ma voiture, passant devant les agents de sécurité qui me regardaient avec des yeux compatissants. Je suis rentré chez moi en voiture, non pas vaincu, mais pour me préparer. L'embargo de 72 heures sur le transfert de propriété devait expirer le lendemain matin, précisément à 9 heures. Le lendemain matin, le ciel au-dessus de la ville était d'un bleu éclatant et implacable. J'ai enfilé mon plus beau costume, un bleu marine sur mesure en laine fine, que je réservais d'ordinaire aux négociations de contrats à enjeux élevés. J'ai glissé le stylo plume en argent dans ma poche de poitrine, sentant son poids rassurant contre mon torse. Aujourd'hui était le jour où le fantôme revenait hanter les couloirs d'Horizon. Je suis arrivé au siège de l'entreprise. À 9h15 précise. L'agent de sécurité de l'accueil, un jeune homme nommé Marcus. Non, il s'appelait David. Attendez, David est interdit. Son nom était Elias. Elias a levé les yeux, le regard écarquillé par la surprise. Monsieur Vance, a bafouillé Elias, la main suspendue au-dessus du téléphone de sécurité. Monsieur, mes ordres sont de ne pas vous laisser entrer dans le bâtiment. Madame Reed a été très claire. Elias, ai-je dit, d'une voix calme et posée, vérifie le registre interne, le fichier principal. Il a dû être mis à jour il y a 15 minutes. Elias a hésité, puis a tapé frénétiquement sur son clavier. Ses sourcils se sont froncés d'incompréhension. Puis se sont haussés sous le coup d'une incrédulité totale. Il a fixé l'écran, puis m'a regardé, avant de replonger les yeux sur l'écran. Le système ne m'indiquait pas comme un employé licencié. Il m'affichait sous une habilitation de sécurité totalement différente, et hautement restreinte. Je ne comprends pas, monsieur, a chuchoté Elias. Tu n'as pas besoin de comprendre. J'ai souri doucement. Bonne matinée, Elias. J'ai passé les portillons de sécurité, qui se sont ouverts sans encombre devant moi, et j'ai pris l'ascenseur privé de la direction pour monter au dernier étage. Les portes se sont écartées, révélant le couloir de marbre poli menant à la salle de conseil principale. C'était aujourd'hui qu'avait lieu la réunion d'urgence du conseil. Eleanor l'avait convoqué pour finaliser la ratification de ses plans de restructuration. Des plans basés sur des signatures falsifiées et sur l'incapacité supposée d'Henry Caldwell. Je me suis tenu devant les lourdes portes en acajou, écoutant les sons étouffés de la voix d'Eleanor, qui traversait le bois. Le licenciement de Richard Vance était une première étape nécessaire, disait-elle, son ton débordant d'une autorité usurpée. Aujourd'hui, nous votons pour ratifier la liquidation des centres d'expédition régionaux et la sous-traitance de notre réseau logistique principal. Cela permettra d'augmenter nos marges trimestrielles de 22%. De plus, compte tenu du déclin cognitif regrettable et rapide de M. Caldwell, notre équipe juridique prépare les requêtes nécessaires pour suspendre temporairement ses droits de vote, pour sa propre protection. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Quelle audace incroyable! Quel manque absolu d'humanité! Avant que le conseil ne puisse murmurer son approbation, la lourde porte en acajou s'est ouverte d'un coup. Non pas par moi, mais par l'assistante de direction d'Eleanor, une femme nerveuse qui s'est précipitée dans la pièce en serrant un iPad contre elle comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Elle avait l'air terrifiée, le visage pâle, et luisant de sueur. Madame Reed l'a interrompu l'assistante, d'une voix tremblante mais assez forte pour briser le lourd silence du conseil. Je suis vraiment désolé, mais vous devez voir cela immédiatement. Eleanor l'a foudroyée du regard, furieuse de cette interruption. Nous sommes en plein vote. Quoi que ce soit, cela peut attendre. Cela ne peut pas attendre, a insisté l'assistante, les mains tremblantes.
tout en posant l'iPad sur la table devant Eleanor. La SEC, le registre de l'État, les fichiers principaux de propriété, tout vient de se mettre à jour sur l'ensemble du réseau. Eleanor a arraché l'iPad, ses yeux bleus glacial. Parcourant l'écran. J'ai observé à travers l'entrebâillement de la porte le sang se retirer littéralement de son visage. La PDG hautaine et intouchable ressemblait soudain à une enfant terrifiée, s'apercevant qu'elle se tenait sur une trappe prête à s'ouvrir. C'est impossible, a murmuré Eleanor, sa voix perdant toute son assurance. C'est une erreur administrative, un bug informatique. Ce n'est pas un bug. Eleanor, ai-je dit, en ouvrant complètement les portes en acajou pour entrer dans la pièce. La réaction a été instantanée. Les membres du conseil, ces hommes et ces femmes qui étaient restés silencieux pendant que l'on m'humiliait quelques jours plus tôt, ont eu un haut le cœur audible. Plusieurs d'entre eux se sont à moitié levés de leur siège. Julian Pierce, assis vers le fond, s'est contenté de s'adosser à son fauteuil en affichant un infime sourire complice. La sécurité, a hurlé Eleanor, perdant instantanément tout son calme. La sécurité. Sortez cet homme d'ici. Il n'a aucune autorisation pour se trouver dans ce bâtiment. En réalité, Eleanor, j'ai l'autorisation la plus élevée de cet immeuble, ai-je répondu, en marchant lentement vers le bout de la table. Je ne me suis pas pressé. J'ai laissé chacun de mes pas résonner contre les murs de marbre, savourant le silence profond qui s'était abattu sur la pièce. J'ai plongé la main dans ma poche de poitrine pour en sortir le stylo plumant argent, et je l'ai posé délicatement sur le bois verni devant moi. À 9 heures ce matin, l'embargo de traitement de 72 heures a pris fin, ai-je déclaré, ma voix résonnant avec une autorité absolue. Les documents ont été entièrement ratifiés et enregistrés par les autorités de régulation étatique et fédérale. Henry Caldwell a officiellement transféré l'intégralité de sa participation majoritaire de 51% dans Horizon Freight & Logistique. Je suis désormais le propriétaire majoritaire de cette entreprise. Un véritable chaos a éclaté. Les membres du conseil ont commencé à s'interpeller bruyamment, exigeant des explications, consultant frénétiquement leur propre téléphone ou tablette. Eleanor restait figée, ses mains agrippant les bords de la table si fort que ses articulations en étaient blanches. Vous mentez, a-t-elle sifflé, même si la terreur dans ses yeux la trahissait. Caldwell est inapte. Il ne pouvait pas légalement autoriser un transfert. L'esprit d'Henry Caldwell est plus affûté que le vôtre ne le sera jamais. Ai-je rétorqué, ma voix dominant le vacarme pour imposer de nouveau le silence. Le transfert a été exécuté en présence de 3 témoins juridiques indépendants, après une évaluation d'aptitude médicale certifiée, réalisée quelques heures à peine avant la signature des documents. Tout est inattaquable. Eleanor. Cela signifie que la moindre action que vous avez entreprise ces dernières 72 heures, y compris mon licenciement, est légalement qualifiée de nul ab initio, c'est-à-dire nul dès le départ. Vous n'avez jamais eu l'autorité pour me licencier, car j'étais déjà votre patron. La bouche d'Eleanor s'ouvrait, et se refermait, incapable de formuler un mot. Tout son plan, si minutieusement élaboré, était en train de se désintégrer sous ses yeux. Mais ce n'est pas le pire pour vous ce matin, Eleanor, ai-je poursuivi, en sortant de ma poche une petite clé USB pour la poser à côté du stylo en argent. Cette clé contient l'enregistrement d'une réunion privée que vous avez tenue juste avant mon licenciement. Vous y expliquez en détail comment vous avez antidaté les signatures des comités, pour imposer de force vos plans de restructuration. C'est une violation directe de l'article 474 du Code pénal de Californie. Vous y décrivez également votre stratégie pour faire déclarer frauduleusement Henry Caldwell inapte sur le plan médical afin de saisir ses actifs, ce qui relève directement des règles sur l'abus financier de personnes âgées. De plus, votre projet d'utiliser des algorithmes de routage brevetés
développée par notre filiale, sans détenir de licence appropriée, constitue une contrefaçon de brevet en vertu de la section 106 du titre 17 du Code des États-Unis. On aurait pu entendre une épingle tomber dans la salle du Conseil. Les membres de l'Assemblée regardaient Eleanor avec une horreur absolue, prenant conscience des risques juridiques colossaux auxquels elle venait de les exposer. Vous êtes rendu coupable de manquements graves à votre devoir fiduciaire, de fraude et de falsification, ai-je dit, en m'approchant d'elle, ma voix descendant jusqu'à un murmure menaçant, qui portait pourtant dans le silence. J'ai d'ores et déjà transmis cet enregistrement, ainsi que les pistes d'audit numérique correspondantes, que Julian Pierce a eu l'amabilité de sécuriser pour moi, à nos conseillers juridiques externes, et aux autorités de régulation compétentes. Eleanor a reculé en trébuchant, se cognant contre le tableau blanc derrière elle. Son attitude pleine d'assurance s'était complètement évanouie, remplacée par une posture affaissée, trahissant une panique désespérée. Richard. Monsieur Vance, s'il vous plaît. Nous pouvons négocier. Je peux démissionner discrètement. Mon contrat prévoit une clause d'indemnité de départ très avantageuse, avec un accord de non-dénigrement, un peu comme une clause d'infidélité dans un contrat de mariage. Pour protéger ma réputation si les choses tournaient mal. Je vais la prendre, et je m'en irai. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Je l'ai regardé, n'éprouvant aucune pitié, mais seulement la froide satisfaction d'une justice rendue. Votre contrat a été rédigé en partant du principe que vous agissiez de bonne foi, ai-je répliqué, en reprenant le stylo en argent pour le pointeur vers elle. La fraude annule le contrat. Vous n'aurez pas d'indemnité de départ, Eleanor. Vous n'aurez pas de démission discrète. Vous allez devoir faire face aux conséquences pleines et entières de vos actes. Je me suis tourné vers les membres du conseil d'administration terrorisés, ma voix s'élevant avec une autorité incontestable. Eleanor rit des licenciés. Immédiatement, pour faute grave et fraude d'entreprise, ai-je déclaré. Julian, s'il te plaît, veille à ce que la sécurité l'escorte hors de l'établissement, et confisque tous ses appareils professionnels. Quant aux autres, les plans de restructuration sont annulés. Horizon Freight & Logistique reste intact. Nous ne délocaliserons pas notre personnel, et nous n'abandonnerons pas les principes sur lesquels cette entreprise a été bâtie. Alors que les agents de sécurité arrivaient pour escorter physiquement une Eleanor rit en pleurs, et ruinée, hors de la salle, j'ai baissé les yeux vers le stylo en argent qui reposait au creux de ma main. Henry Caldwell m'avait fait confiance pour protéger son héritage, et j'avais tenu parole. Je me suis dirigé vers le fauteuil de la direction, tout au bout de la table, je l'ai tiré, puis je me suis assis. À présent, ai-je dit, en parcourant du regard la salle silencieuse et stupéfaite, retournons au travail.